Imaginez un homme qui dérange, un penseur qui refuse les dogmes, un philosophe qui préfère la liberté de penser au salon doré de la reconnaissance académique. Michel Onfray, c'est un électron libre dans le monde feutré de la philosophie française. Depuis plus de 2 décennies, il secoue les esprits, provoque les institutions et invite chacun à penser par lui-même, coûte que coûte. Mais qui est vraiment cet homme à la voix calme et aux idées tranchantes? D'où lui vient cette fougue intellectuelle, ce rejet des hiérarchies et cette volonté presque obsessionnelle de rendre la philosophie accessible à tous? Derrière ces innombrables ouvrages et ces conférences captivantes se cache un parcours de vie singulier, profondément enraciné dans une enfance modeste et un rapport viscéral à la liberté. Comment un garçon né dans une famille d'ouvriers normands est-il devenu l'un des philosophes les plus médiatisés et les plus controversés de France? Quelle blessure, quelle conviction, quels combats ont forgé sa pensée si radicale et si personnelle? Dans cette série exclusive, nous allons plonger dans les coulisses d'une vie hors norme, découvrir l'homme derrière le penseur, les passions derrière les mots, les luttes derrière les idées. Préparez-vous à explorer l'univers d'un philosophe pas comme les autres. Une plongée dans l'esprit libre de Michel Onfray vous attend. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette odyssée intellectuelle où chaque épisode promet de vous faire penser autrement. Il y a des livres qui dérangent, d'autres qui éveillent. Et puis, il y a ceux qui frappent comme un coup de tonnerre, bousculent les dogmes, osent dire tout haut ce que beaucoup n'osaient même pas penser. En 2005, un philosophe aux allures de Franck Tireur publie un ouvrage qui va faire de lui un nom incontournable du paysage intellectuel français, le traité d'athéologie. Michel Onfray, jusque-là relativement connu dans les cercles philosophiques alternatifs pour ses positions libertaires, devient soudain l'homme dont tout le monde parle, admiré ou exécré, mais jamais ignoré. Ce livre est un manifeste. Il est radical, provocateur et surtout libérateur pour un certain lectorat. Onfray y attaque frontalement les 3 grandes religions monothéistes, dénonçant ce qu'il appelle leur logique mortifère, leur intolérance et les fondements qu'il considère comme fictionnels. L'objectif n'est pas de débattre poliment, mais de dynamiter les bases du religieux dans notre civilisation occidentale. Pour Onfray, il ne suffit pas d'être athée en silence. Il faut revendiquer une pensée affranchie du divin et bâtir une éthique sans Dieu. L'impact est immédiat. Le traité d'athéologie se vend à plus de 200 000 exemplaires en quelques mois. On le retrouve sur les plateaux télé, dans les débats, dans les dîners familiaux où les opinions s'échauffent. Car le livre divise. Pour certains, Onfray incarne enfin une parole libre, laïque jusqu'au bout, courageuse. Pour d'autres, il n'est qu'un pamphlétaire provocateur qui confond critique des dogmes et mépris des croyants. Mais qu'importe, Michel Onfray est désormais dans la lumière. Ce qui fascine chez lui, c'est son style direct, presque journalistique, qui tranche avec la langue souvent opaque de la philosophie universitaire. Onfray parle au peuple et il assume. Il se revendique héritier de Nietzsche, d'Épicure, de Camus, des penseurs de la révolte, de la joie terrestre, de la lucidité tragique. Le traité d'athéologie n'est pas un livre pour spécialistes, c'est une grenade lancée dans la mare de la pensée molle. Il dit « Je ne crois pas, et j'ai de bonnes raisons ». Et il déroule ses raisons avec une énergie et une clarté qui forcent le respect, même chez ceux qui ne partagent pas ses conclusions. Le succès du traité d'athéologie va transformer la trajectoire de Michel Onfray. Il devient une voix qui compte. Il multiplie les livres, les conférences, fonde l'Université populaire de Caen, gratuite, ouverte à tous, refusant l'élitisme. Il parle sur toutes les tribunes, de France Culture à YouTube, et même dans la presse. Son nom devient synonyme d'insoumission intellectuelle. Mais derrière le fracas médiatique, il y a un penseur rigoureux, nourri de lecture, obsédé par la cohérence. Le traité d'athéologie, malgré ses provocations, s'inscrit dans une tradition philosophique solide.
Il s'appuie sur des siècles de critiques religieuses, mais avec une énergie contemporaine, presque militante. Et c'est peut-être cela sa véritable force. Michel Onfray ne philosophe pas pour philosopher. Il écrit pour changer les consciences. Aujourd'hui encore, 20 ans après sa parution, ce livre continue de susciter débat et passion. Il est devenu un marqueur générationnel pour beaucoup. Ceux qui l'ont lu se souviennent du choc, de l'éveil, de cette sensation d'avoir mis des mots sur un doute longtemps tu. Avec le traité d'athéologie, Michel Onfray n'a pas simplement écrit un livre, il a signé un manifeste de liberté. On le connaît pour ses prises de position tranchées, ses essais explosifs, sa verve sans retenue sur les plateaux télé. Michel Onfray, le philosophe aux allures de rebelle érudit, est partout, dans les librairies, les journaux, sur YouTube, et même dans les conversations les plus animées entre amis. Mais derrière l'image publique du penseur radical, derrière les centaines de livres publiés et les polémiques en cascade, que sait-on vraiment de l'homme, du père, du compagnon? Et que possède-t-il, lui qui parle si souvent d'éthique, de détachement, de retour à l'essentiel? C'est ici que le rideau se lève sur une autre facette de Michel Onfray. Une facette plus intime, plus humaine. Une facette que peu connaissent, mais qui éclaire d'un jour nouveau sa philosophie. Né à Argentan, en Normandie, dans une famille modeste, père ouvrier, mère femme de ménage, Michel Onfray n'a jamais oublié ses origines populaires. Il revendique cette naissance dans un monde simple et laborieux comme fondement de sa pensée. Ce n'est pas un hasard s'il a souvent dénoncé les élites intellectuelles parisiennes et préféré fonder, à Caen, une université populaire gratuite et ouverte à tous. Pour lui, le savoir est un bien commun, pas un privilège. Côté famille, Michel Onfray reste discret, mais quelques éléments filtrent. Il a été marié à une femme qu'il a accompagnée pendant 20 ans jusqu'à sa mort avec une fidélité et une douleur qui transparaissent dans certains de ses ouvrages, notamment La puissance d'exister ou Le magnétisme des solstices. Cette épreuve l'a marqué à jamais. Depuis, il partage sa vie avec une nouvelle compagne, également philosophe, beaucoup plus jeune que lui, et avec qui il continue d'explorer les grands thèmes qui lui sont chers. L'amour, le deuil, le temps qui passe. S'il n'a pas d'enfant biologique connu, Michel Onfray a toujours vu dans ses élèves et lecteurs une forme de famille intellectuelle. Il parle souvent de transmission, non pas comme d'un devoir professoral, mais comme d'un acte d'amour. Il écrit pour donner à penser, comme il aime le dire. Et sur le plan matériel, le philosophe libertaire est-il devenu un millionnaire discret? En vérité, le patrimoine de Michel Onfray est à son image atypique. Pas de villa à Saint-Tropez, pas de yacht ou de voiture de luxe. Il possède une maison en Normandie, sobre, à l'écart du bruit et de la fureur du monde, où il écrit, lit, médite et cultive son potager. Une vie simple, presque monacale, qu'il revendique haut et fort. Cela ne veut pas dire qu'il est démuni, bien au contraire. Avec des ventes cumulées de millions d'exemplaires de ses livres, des droits de traduction dans de nombreuses langues et ses activités de conférencier, la fortune de Michel Onfray est estimée à plusieurs millions d'euros. Mais cet argent, il ne le gaspille pas. Il l'investit dans ses projets, comme la revue Front Populaire, lancée en 2020, ou le reverse partiellement à ses fondations. Il a même, à plusieurs reprises, refusé certaines propositions lucratives qu'il jugeait contraires à ses convictions. Ce paradoxe entre richesse potentielle et mode de vie austère intrigue. Michel Onfray incarne une figure rare, celle de l'intellectuel à succès qui ne trahit pas ses idéaux. Il ne vend pas son image à la publicité, ne participe pas au jeu de la célébrité mondaine. Il préfère les forêts normandes aux dîners parisiens, les longues marches au plateau télé et les livres aux mondanités. Dans un monde où le succès se mesure souvent en followers et en voitures de sport, Michel Onfray impose une autre vision, celle d'une richesse intérieure, d'un luxe de l'esprit. Il rappelle que posséder, ce n'est pas seulement accumuler des biens, mais cultiver des idées, des relations sincères et une certaine forme de paix intérieure.
Alors, qui est vraiment Michel Onfray? Un philosophe libre, un homme blessé mais debout, un héritier d'Épicure et de Nietzsche, mais aussi un compagnon aimant, un homme enraciné et, paradoxalement, un penseur à la fois très riche et très pauvre aux yeux du monde matériel. Si vous souhaitez en savoir plus sur sa vie secrète, ses combats, ses contradictions, ses passions les plus personnelles, abonnez-vous à la chaîne. Car Michel Onfray, c'est bien plus qu'un intellectuel. C'est un roman vivant, à explorer page après page. Les premières lueurs d'une pensée libre. Les débuts de Michel Onfray. Avant de devenir l'un des philosophes les plus médiatisés et les plus contestés de France, Michel Onfray fut un enfant du silence, du travail et des cicatrices. Né le 1er janvier 1959 à Argentan, dans l'Orne, il n'a pas grandi dans le confort des bibliothèques universitaires, ni sous les dorures des salons parisiens. Il est issu d'un monde rude et ouvrier, celui de la Normandie rurale, où l'on apprenait très tôt que la vie ne faisait pas de cadeaux. Son père était ouvrier agricole, sa mère madame de ménage. À la maison, les livres étaient rares, mais la dignité, le travail manuel et le silence avaient valeur de philosophie. Très tôt, Michel se rend compte que son monde est celui des petits. Petits salaires, petits rêves, petite maison. Mais il refuse d'y rester enfermé. Sa jeunesse est marquée par une forme de révolte intérieure, une soif d'émancipation. À l'âge de 10 ans, ses parents le placent dans un pensionnat catholique, une institution religieuse sévère, presque carcérale. Là, il fait l'expérience de la violence éducative, de la rigidité dogmatique, des humiliations. Il y développera une haine farouche de l'autorité injuste, de la religion institutionnelle et une sensibilité aiguë à la souffrance des faibles. Ces années l'ont brisé, mais aussi forgé. Il trouve alors refuge dans les livres. Ses lectures sont voraces, passionnées, presque fiévreuses. Nietzsche, Épicure, les stoïciens, mais aussi Camus et les anarchistes. À travers eux, il découvre que la pensée peut être une arme, une échappatoire, une manière de transformer le monde. Il comprend que la philosophie ne doit pas être réservée aux élites. Elle peut appartenir aux ouvriers, aux exclus, aux orphelins de la culture, à ceux qui, comme lui, ont grandi sans héritage intellectuel. Après des études secondaires modestes, il obtient son baccalauréat et entre à l'université de Caen, où il se spécialise en philosophie. Il y croise des professeurs qui tentent de l'emmener vers des chemins plus conventionnels, mais déjà, Michel Onfray n'écoute que sa propre voix. Il veut parler d'hédonisme, de corps, de plaisir, de révolte. Pas de concept abstrait et désincarné. Il veut une philosophie de la vie, une pensée du quotidien, une réflexion ancrée dans le réel. C'est également à cette époque qu'il développe une conscience politique libertaire. Refus de l'État autoritaire, défense de l'autogestion, respect des individus, méfiance envers les dogmes, qu'ils soient religieux, politiques ou philosophiques. Il ne sera jamais marxiste ni libéral. Il sera Michel Onfray, farouchement indépendant. À la fin de ses études, il devient professeur de philosophie dans un lycée technique. Mais il se heurte rapidement aux limites de l'institution. Il dénonce un système sclérosé, une éducation qui répète plus qu'elle ne pense. Cette frustration le poussera, en 2002, à fonder l'Université populaire de Caen, gratuite, ouverte à tous, en marge du système officiel. Les débuts de Michel Onfray, c'est l'histoire d'un enfant du peuple devenu penseur, sans jamais trahir ses racines. C'est la trajectoire d'un esprit libre, forgé dans la douleur, nourri par la lecture, animé par une volonté farouche de penser autrement. C'est peut-être cela, le vrai commencement de toute philosophie. Un cri du cœur, un refus de se soumettre, une quête insatiable de sens. Derrière l'image du philosophe provocateur, omniprésent sur les plateaux télévisés et dans les colonnes des grands journaux, Michel Onfray cache une vie personnelle marquée par la discrétion, la fidélité et la douleur intime. Bien qu'il se livre peu sur son quotidien hors du champ intellectuel, certains fragments de sa vie personnelle
ont filtré au fil des années, dévoilant un homme profondément attaché à ses racines, à ses convictions, mais aussi à quelques êtres chers. Michel Onfray est un homme de la ruralité normande, et même s'il a souvent été invité à Paris, il a toujours refusé de s'y installer durablement. Pour lui, la capitale symbolise tout ce qu'il exècre: la centralisation, le pouvoir, les élites déconnectées de la réalité. C'est donc à Argentan, sa ville natale, qu'il a choisi de vivre, dans une maison simple entourée de verdure. C'est là qu'il lit, écrit, médite et surtout qu'il se ressource. Il a souvent dit qu'il lui fallait la lumière des champs, le silence des arbres et l'odeur du foin pour penser librement. L'un des piliers de sa vie fut Marie-Claude, sa compagne de toujours, qu'il a rencontrée très jeune. Leur histoire a traversé les décennies avec une force discrète, loin des projecteurs. Marie-Claude n'était pas une intellectuelle, mais elle incarnait pour Onfray une forme de sagesse du quotidien, une douceur enracinée dans la réalité. Elle l'écoutait, le soutenait, le confrontait parfois, mais ne cherchait jamais à le dominer ou à briller par elle-même. Elle était son port d'attache, sa confidente, sa moitié invisible. Comme il l'a écrit un jour, la disparition brutale de Marie-Claude en 2013 a profondément bouleversé le philosophe. Dans son ouvrage « La raison des sortilèges », il évoque avec pudeur mais intensité la douleur indicible de cette perte. C'est une cassure intime qui l'a poussé à réévaluer bien des choses. Sa relation au temps, à la mort, à l'amour, mais aussi à la création intellectuelle. Certains ont observé que ses écrits ont gagné en gravité, en émotion, parfois en mélancolie, depuis cette tragédie. Michel Onfray n'a pas d'enfant biologique. Un choix assumé, qu'il a souvent expliqué par son désir de ne pas reproduire les schémas familiaux douloureux qu'il a lui-même connus. En revanche, il entretient des relations fortes avec certains de ses anciens élèves, amis ou proches collaborateurs qu'il considère comme une sorte de famille choisie. Sur le plan personnel, Onfray mène une vie austère mais équilibrée. Il se lève très tôt, marche longuement dans la campagne normande, puis lit et écrit de façon quasi monacale. Il ne possède ni smartphone ni télévision et très peu de biens matériels. Pour lui, la richesse réside dans le temps, la pensée, la nature et la liberté. Il refuse les injonctions de la société de consommation et préfère cultiver son potager que fréquenter les restaurants huppés. Mais derrière cette façade de stoïcisme se cache un homme sensible, passionné de musique baroque, de peinture classique et de gastronomie simple. Il aime cuisiner, recevoir quelques amis, partager un verre de vin en parlant de Montaigne ou de Nietzsche. Il entretient aussi une correspondance assidue avec quelques fidèles lecteurs ou penseurs dans un esprit presque épistolaire du XVIIIe siècle. La solitude, souvent choisie, parfois subie, est une composante centrale de sa vie. Il a souvent affirmé que la vraie pensée naît dans le silence, pas dans le bruit des studios. Cette solitude l'a préservé des compromissions, mais elle a aussi creusé en lui une forme de distance avec le monde. Certains le disent misanthrope. Lui se dit simplement lucide. Aujourd'hui, alors qu'il approche des 70 ans, Michel Onfray continue de cultiver cette vie intérieure intense. Il écrit toujours, publie régulièrement et reste fidèle à cette ligne de conduite intime, vivre libre, aimer discrètement, penser intensément. Il y a des penseurs qui avancent à pas feutrés, enveloppés de silence, d'autres qui font vaciller les colonnes du temple. Michel Onfray appartient à cette seconde catégorie. Philosophe libertaire autoproclamé, libre penseur et critique acerbe de la doxa universitaire, il a toujours refusé de plier devant les institutions ou les modes intellectuels. Mais ce franc-parler, célébré par certains, a souvent dérapé en controverses tonitruantes. Retour sur les principaux scandales qui ont jalonné sa carrière. Tout commence avec son rejet bruyant de l'université. En 2002, il claque la porte de l'éducation nationale, dégoûté par un système qu'il juge sclérosé et autoritaire. Il fonde alors l'Université populaire de Caen,
ouverte à tous et gratuite, un acte salué par beaucoup, mais qui lui vaut aussi l'inimitié d'une partie du monde académique. Certains professeurs l'accusent alors de populisme philosophique, estimant que sa vulgarisation des grands penseurs trahit leur complexité. Mais les vraies polémiques commencent lorsque Michel Onfray s'en prend aux figures tutélaires de la gauche intellectuelle. Dans son livre « Le crépuscule d'une idole », 2010, il s'attaque frontalement à Sigmund Freud, qu'il accuse de manipulation, de misogynie et d'escroquerie intellectuelle. Tollé immédiat. Les psychanalystes crient à l'assassinat symbolique. Il est traité d'iconoclaste irresponsable, de révisionniste, certains allant jusqu'à remettre en question sa légitimité de philosophe. La controverse enfle lorsqu'il critique ensuite Michel Foucault, accusé d'avoir idéalisé la transgression, voire flirté avec des pratiques inacceptables, notamment dans le contexte de la sexualité. Onfray, en dénonçant une forme d'hypocrisie intellectuelle de certains penseurs de mai 68, se retrouve isolé dans les sphères de la gauche culturelle. Il est alors taxé de réactionnaire déguisé en libertaire. Mais l'explosion médiatique la plus marquante survient en 2015 après les attentats de Charlie Hebdo. Dans une interview à Causeur, Michel Onfray évoque la responsabilité de la politique étrangère occidentale dans la montée du terrorisme islamiste. Il refuse de sombrer dans l'émotion collective, appelant à la nuance, mais ses propos sont perçus comme une forme d'excuse indirecte à l'égard des terroristes. Il est alors cloué au pilori dans les médias. Certains l'accusent de « faire le jeu des islamistes », d'autres le défendent au nom de la liberté de penser. La même année, il suscite une immense controverse en apparaissant dans une vidéo du site Égalité et Réconciliation dirigé par Alain Soral. Bien qu'il ait par la suite expliqué ne pas avoir été mis au courant de la récupération, le mal est fait. Cette séquence ternit son image dans les milieux progressistes et alimente les critiques sur sa prétendue dérive droitière. Et que dire de ses positions sur Emmanuel Macron? Si Onfray a toujours rejeté les étiquettes politiques, ses diatribes féroces contre le président de la République le placent régulièrement dans le viseur du pouvoir. Il lance en 2020 la revue Front Populaire, un projet destiné à réunir les souverainistes de gauche et de droite. Certains y voient une tentative salutaire de réco, encilier des fractures françaises, d'autres une dangereuse dérive vers les thèses identitaires. Plus récemment, ses critiques des vaccins anti-Covid et de la gestion de la pandémie par l'État lui ont valu d'être qualifié de complotiste par certains commentateurs. Là encore, Onfray affirme ne faire que poser les bonnes questions, mais l'opinion est divisée. Le philosophe se retrouve à nouveau au cœur de la tempête. Michel Onfray semble pourtant s'en nourrir. Il avance, imperturbable, dans une arène intellectuelle qu'il redessine à coups de manifestes, d'essais et d'émissions. Car au-delà des scandales, il continue d'écrire, de publier, de provoquer. Sa trajectoire est celle d'un homme qui refuse de plaire, mais dont la parole dérange, secoue, interroge. Un philosophe devenu, malgré lui ou grâce à lui, une figure incontournable du paysage médiatique français.